Bonsoir à tous. Dans l'actualité ce soir, Éric Woerth renonce officiellement à son poste de trésorier de l'UMP. Sa démission prendra effet le 30 juillet. Cette double casquette de ministre et de trésorier alimentait les accusations de conflit d'intérêts. Hier soir sur France 2, Nicolas Sarkozy l'avait incité à y renoncer. La réforme des retraites passe l'étape du Conseil des ministres. À Paris, comme en province, les syndicats ont organisé des rassemblements. Ils dénoncent l'intransigeance de l'Élysée. Les anciens combattants africains toucheront tous la même pension que leurs frères d'armes français, même lorsqu'ils résident à l'étranger. C'était une ancienne revendication. 30 000 personnes sont concernées. Ce 14 juillet sera placé sous le signe de l'Afrique francophone. Notre enquête sur l'incroyable affaire Ustica. La France est soupçonnée d'avoir abattu par erreur un avion civil italien au-dessus de la Méditerranée en 1980. Le drame avait fait 81 morts. Rome relance l'affaire et demande des comptes à Paris et à Washington. Le nouvel âge de la paternité. Les pères de plus de 50 ans sont de plus en plus nombreux. Divorce, recomposition familiale, allongement de la vie. Qui sont ces papas? C'est le dossier de cette édition. Enfin, le Tour de France se décante dans les Alpes. Les deux favoris Schleck et Contador ont fait la différence et occupent les deux premières places au général. Nouvelle victoire d'étape française pour Sandy Cazard. Bienvenue dans ce journal. Nicolas Sarkozy l'avait souhaité publiquement. La gauche y voit un aveu. Éric Woerth a donc décidé de renoncer à son poste de trésorier de l'UMP. Il l'a annoncé ce matin à la sortie du Conseil des ministres pour tenter de clore la polémique sur le mélange des genres. Valérie Astruc, Vivien Roussel. Se consacrer exclusivement à la réforme des retraites et démissionner de son poste de trésorier de l'UMP, c'était le conseil de Nicolas Sarkozy hier. Message reçu ce matin. Oui, je vais le faire, donc je vais regarder le calendrier, bien évidemment, pour le faire. Aujourd'hui, bien sûr, nous allons, je vais voir, je vais voir tout cela. Pas question de développer davantage, car pour le président, l'affaire est close grâce au rapport de l'inspection des finances qui, selon lui, blanchit Éric Woerth. Un peu plus tard, à l'Assemblée, le ministre ne veut plus en parler. Moi, je parle des retraites, monsieur. Même attitude dans l'hémicycle, et c'est François Fillon qui répond aux socialistes. Nous avons demandé dès décembre 2009 de mettre fin à cette confusion des genres qui faisait de M. Woerth un ministre le jour et le trésorier de l'UMP le soir. M. Woerth vient de mettre fin à ce cumul inacceptable. Vous venez de donner acte à l'opposition qu'elle est dans son rôle et qu'elle pose et qu'elle doit poser les bonnes questions. La vérité, c'est qu'un certain nombre d'entre vous ont cherché à instrumentaliser des rumeurs. Vous avez voulu jouer avec ces rumeurs, vous avez perdu, mais la démocratie a gagné. À droite, on espère avoir tourné définitivement la page. À gauche, on attend encore d'autres explications. Bonsoir Mickaël Darmon, vous êtes en direct au siège de l'UMP. Qui a vraiment décidé de ce renoncement ? En fait, Éric Woerth, hier matin, en annonçant qu'il réfléchissait à quitter son poste de trésorier, a en quelque sorte pris les devants, car il ne savait pas exactement ce qu'allait dire le soir Nicolas Sarkozy sur son sort, et il n'a pas souhaité en fait prendre le risque d'être en quelque sorte démissionné en direct. Donc en fait, c'est Éric Woerth qui avait en quelque sorte mis déjà au fond tout le monde un peu devant le fait accompli. Pour la suite, c'est Xavier Bertrand donc, qui à partir de la fin juillet prendra donc l'intérim du poste de trésorier de l'UMP, et le nouveau trésorier sera désigné au cours d'un bureau politique au tout début de la rentrée, pour d'ores et déjà parier que son profil sera examiné à la loupe. Mickaël Darmon à Paris, merci Mickaël. Ce même jour a marqué l'adoption au Conseil des ministres de la réforme des retraites portée précisément par Éric Woerth. Hier, les déclarations de Nicolas Sarkozy indiquant que les manifestations de l'automne n'auront pas d'incidence sur le projet ne sont pas passées inaperçues. Barbecue, vuvuzela et drapeau au soleil, les syndicats se sont fait entendre aujourd'hui. Sophie Brune, Pascal Caron. À quelques mètres du ministère du Travail, un rassemblement symbolique contre la réforme des retraites. Les syndicats aimeraient que les affaires n'éclipsent pas le débat de fond. Je crois que le président de la République a été plus inquiet pour les impôts de Mme Bettencourt que les inégalités qui sont créées par les réformes qu'il fait. L'essentiel aujourd'hui, c'est qu'on revienne au débat sur les retraites, qu'on rediscute des inégalités vis-à-vis de ceux qui ont commencé à travailler jeunes, vis-à-vis des emplois pénibles, vis-à-vis des femmes. Après l'intervention du chef de l'État, les syndicats veulent aussi mettre en avant leurs propositions pour réformer les retraites. Le chef de l'État n'a pas parlé une seule fois de l'emploi
de politique de l'emploi, alors que pour financer les retraites, c'est le premier levier sur lequel il faut agir. Donc il faudrait approcher ce dossier sous d'autres angles, mais pour l'instant, toutes les portes sont fermées. Le texte, adopté ce matin au Conseil des ministres, reprend les mesures essentielles de la réforme. L'âge de départ passe de 60 à 62 ans. De nouvelles recettes permettront de financer les retraites, notamment des impôts sur les hauts revenus et des taxes sur les revenus du capital. Les fonctionnaires vont voir leurs cotisations s'aligner sur celles du privé. Elles passeront à 10,55%. Le dispositif qui permettait un départ anticipé pour les agents ayant 15 ans de service et 3 enfants est supprimé. À l'Assemblée, le projet de loi sera examiné à partir du 7 septembre. Les syndicats ont prévu de manifester le jour même. Et sur ce sujet des retraites, comme sur les affaires ou la politique fiscale, je vous propose maintenant d'entendre la réaction de Martine Aubry à cette intervention hier soir du président de la République, propos recueillis par Jeff Wittenberg et Alain Locassio. J'ai trouvé un président dans un autre monde, à côté des Français, continuant, sans apporter ni de clarification, ni de décision, dans la même optique. Comment sortir de la crise? Rien. Comment sortir du chômage? Comment sortir de l'injustice sociale? Comment sortir de cette crise morale aussi dans laquelle nous sommes enfoncés? Rien, si ce n'est de dire qu'il est finalement la victime, victime d'une crise, victime de calomnie. Et précisément après la mise au point du chef de l'État et l'abandon par Éric Woerth de son poste de trésorier de l'UMP, est-ce que vous estimez que la polémique est close? Ce n'est pas une polémique, ce sont des faits qui ont été mis sur la table par des journalistes qui faisaient leur travail et qui font leur travail. Finalement, M. Woerth a reconnu qu'il y avait un conflit d'intérêts entre être ministre du budget et trésorier. Mais il n'a pas tiré toutes les conséquences de cela. Nous ne les connaissons pas. Est-il normal qu'un ministre du budget aille chercher de l'argent pour son parti auprès de personnes qu'il doit normalement contrôler? Sur tout cela, nous sommes dans une démocratie. Il y a des façons de les traiter. Une enquête parlementaire a été demandée, le gouvernement l'a refusée. Nous demandons qu'un juge indépendant, et nous ne sommes pas les seuls, M. Raffarin, M. Juppé demandent la même chose, qu'un juge indépendant puisse trancher. Le président a dit qu'il ne reculerait pas sur la réforme de la retraite et notamment sur l'âge légal porté à 62 ans. Nous nous battrons jusqu'au bout parce que cette réforme est profondément injuste, parce que pour nous la justice ce n'est pas un mot, c'est une réalité. Le président n'a eu hier de mots que pour juste, juste, juste. Et il a dit je ne toucherai pas au bouclier fiscal, mais je vais supprimer l'allocation logement pour les étudiants quand leurs parents ont une demi-part. Je vais supprimer les avantages des emplois familiaux pour les catégories moyennes. Voilà ce qu'il appelle la justice. Eh bien, la France de Nicolas Sarkozy, sa justice, c'est Madame Bettencourt qui reçoit un chèque de 30 millions d'euros pour le bouclier fiscal, pendant que 30 millions de Français, eux, ne savent pas comment ils vont finir le mois. Autre titre de l'actualité, ce 14 juillet, placé sous le signe de l'Afrique noire francophone. 50 ans tout juste après les indépendances, Nicolas Sarkozy a invité les dirigeants de 13 pays pour célébrer, je cite, la force des liens qui unissent la France et ses anciennes colonies. Des troupes de ces pays vont défiler demain sur les Champs-Élysées, ce qui suscite d'ailleurs des critiques, car plusieurs ONG dénoncent la présence dans ces contingents de forces de répression. Mais l'information de la journée qui a été donnée lors de ce déjeuner à l'Élysée, c'est que les anciens combattants africains toucheront tous la même pension que leurs frères d'armes françaises. C'était une très ancienne revendication. Claude Samper. Voilà, c'est nous les Africains qui revenons de loin, venant des colonies pour sauver la patrie. Voilà, petit problème de son, vous l'avez constaté, sur ces explications concernant cette mesure. Donc cela fait des années qu'on en parle. Jacques Chirac avait déjà pris une première initiative sur ce sujet en 2006. Désormais, c'est fait. Tous les anciens combattants africains toucheront donc la même pension que leurs homologues français. Claude Samper. Tout le monde se rappelle cette soirée à Cannes en 2006, l'équipe du film Indigène qui rend hommage aux anciens combattants des colonies. Les Africains qui revenons de loin, venant des colonies pour sauver la patrie. Indigène, un film qui avait suscité alors une très vive émotion. L'histoire de 4 soldats venus d'Algérie et du Maroc. Pendant des années, les anciens combattants originaires d'Afrique ont réclamé les mêmes pensions que leurs homologues français. Tous dénonçaient une vraie injustice. Un ancien combattant français touche 600 € par mois
de pension civile et militaire. Un ancien combattant marocain touche 80 €. Aujourd'hui, le président Nicolas Sarkozy, qui recevait 12 chefs d'État de l'Afrique francophone, annonce la fin de cette inégalité. Il est des dettes qui ne s'éteignent jamais. C'est également pour témoigner de notre reconnaissance indéfectible envers les anciens combattants originaires de vos pays que nous souhaitons les voir bénéficier désormais des mêmes prestations de retraite que leurs frères d'armes français. Égalité parfaite. Cette décision concerne environ 30 000 personnes, 10 000 anciens combattants et 20 000 veuves et descendants. Elle devrait coûter un peu plus de 150 millions d'euros. Cela ne signifie pas pour autant la fin de toutes les polémiques. Certains anciens combattants réclament maintenant l'effet rétroactif de la décision. Alors, ce 14 juillet réunira à Paris les chefs d'État de 13 pays d'Afrique noire francophone. Bonsoir Étienne Lénard, vous nous avez rejoint. Quel chemin parcouru un demi-siècle après l'indépendance? Peut-être d'abord en matière politique. Oui, David, le panorama n'est pas complètement glorieux, mais il n'est pas non plus sans espoir. Sur le plan politique, il n'y a pas de dictature en Afrique francophone. Alors évidemment, il y a ces pays où les fils succèdent à leurs pères. C'est le cas du Togo, c'est le cas du Gabon. Cette tentation héréditaire dont certains craignent même qu'elle atteigne le Sénégal, qui était un exemple jusqu'ici. Il y a ces présidents qui semblent être désignés à vie, comme au Cameroun ou au Tchad. Et puis, il y a des réussites relatives dans des pays comme le Bénin ou le Mali, avec des élections et une opposition digne de ce nom. Et qu'en est-il en matière économique? En matière économique, l'Afrique est un continent extrêmement convoité. Les Chinois, les Américains l'ont compris, ils rejoignent les Européens et tous ces investissements tirent la croissance de l'ensemble du continent, même dans des pays qui ne sont pas producteurs de pétrole. Alors certains secteurs sont en plein boom, le secteur de la construction, le secteur de la téléphonie. En 2012, l'Afrique comptera 500 millions d'abonnés au téléphone portable. Alors, d'ici 2050, le continent africain comptera 2 milliards d'habitants. C'est un gigantesque marché, mais c'est aussi un gigantesque défi, car ce sont autant de populations à nourrir et de travailleurs à employer. Merci Étienne pour ces explications. À l'étranger encore, je vous le disais en titre, l'Italie relance l'affaire de la catastrophe aérienne d'Ustica. La France, comme les États-Unis, est soupçonnée d'avoir abattu par erreur un avion civil italien au-dessus de la Méditerranée en 1980. Le drame avait fait 81 morts et la principale hypothèse évoque un tir de missile, alors que plusieurs avions de guerre étaient dans la zone. Une commission rogatoire vient même d'être adressée à la France. Enquête à Rome, Philippe Visserias, Gian-Claudio Calderara. Est-ce un missile français qui a abattu cet avion? 30 ans après le drame, à la demande des familles de victimes, les restes du DC-9 sont exposés dans un hangar transformé en musée. Pour Daria Bonfietti, qui a perdu son frère dans cet avion, ce sont 30 ans de mystère et de mensonges pour cacher la vérité. L'annonce de la reprise de l'enquête est pour elle comme une bouffée d'espoir. À l'époque, la première enquête avait montré que l'avion avait été abattu lors d'une véritable scène de guerre aérienne. Mais qui a pu détruire un avion civil en temps de paix sans en revendiquer la responsabilité? Au soir du 27 juin 1980, l'avion de la compagnie Itavia quitte Bologne pour Palerme en Sicile. Il sera abattu en Méditerranée, au large de l'île d'Ustica. Mais à l'époque, l'enquête n'a jamais démontré qui était responsable du drame. Il y a 2 ans, coup de théâtre. Francesco Cossiga, ancien président de la République italienne, accuse formellement la France. Ce sont les Français qui sont responsables. Ils ont fait décoller un avion de chasse du porte-avions Clemenceau qui a lancé un missile. D'après lui, l'objectif des Français ce soir-là était le colonel Kadhafi, avec qui la France était en conflit au Tchad à l'époque. Francesco Cossiga prétend que l'avion de chasse français aurait abattu l'avion de ligne par erreur, en le prenant pour un avion libyen. Cette thèse n'est pas nouvelle, on en parlait déjà pendant la première enquête, mais c'est la première fois qu'elle est reprise par une personnalité italienne. Élément troublant, l'OTAN a confirmé que plusieurs avions militaires se trouvaient dans la zone du crash ce soir-là. Deuxième élément troublant, quelques jours après le drame, on a retrouvé les restes d'un avion de chasse libyen et le corps du pilote dans les montagnes de Calabre au sud de l'Italie. Aujourd'hui, l'ancien juge d'instruction de l'affaire d'Ustica pense lui aussi à une responsabilité française. L'hypothèse la plus crédible, c'est l'implication d'éléments militaires français. Pendant 10 ans, Rosario Priore a enquêté jusqu'à New York pour explorer la piste d'une responsabilité américaine. Une investigation compliquée qui s'est souvent heurtée
au secret défense. Si à l'époque on avait pu prouver une responsabilité américaine ou française, il y aurait eu de fortes turbulences au sein de l'Alliance Atlantique et en Europe. Rosario Priore est convaincu qu'à l'époque, dans les milieux militaires italiens, certains savaient mais n'ont rien dit. C'est également ce que pense ce journaliste, qui dit avoir eu accès à des notes des services secrets italiens plutôt troublantes. Dans ces documents qui datent d'avant le drame, les services italiens racontent que les services secrets français les ont menacés d'abattre tout avion de chasse libyen qui utiliserait l'espace aérien au sud de la Corse. Et d'autres documents, après le drame, disent bien que le DC-9 a été abattu par erreur. La justice italienne vient d'envoyer à la France et aux États-Unis des commissions rogatoires internationales au sujet du drame d'Ustica. À Paris, le ministère français de la Justice se dit prêt à collaborer. La justice française est prête à aller au maximum de ce que nous permettent les accords de coopération et d'entraide pénale internationale avec l'Italie. Il est évident que la France, comme l'Italie, souhaite au maximum avoir la vérité dans cette affaire qui est ancienne de 30 ans. Justement, pourquoi ces accusations sont-elles relancées si tard ? Pourquoi l'ancien président Cossiga, par ailleurs amateur de déclarations chocs et provocatrices, n'a-t-il rien dit lorsqu'il était encore en activité? Quel fut le rôle exact de la Libye, qui n'a jamais répondu à aucune question de la justice italienne et que certains accusent encore aujourd'hui d'avoir abattu cet avion de ligne? 30 ans après le drame, la carte géopolitique de la Méditerranée a bien changé. Qui aura intérêt à remuer le passé pour rendre justice aux 81 morts du DC-9 d'Ustica? En bref, encore à l'étranger, revoici Fidel Castro. Ses sorties publiques sont désormais rarissimes. C'est la première vidéo qui le montre depuis un an. Vêtu d'un survêtement bleu, Fidel Castro, 83 ans, s'exprime, semble-t-il, avec aisance. Il n'a pas évoqué les événements à Cuba, alors même, vous le savez, que 7 prisonniers politiques sont arrivés tout à l'heure à Madrid. Ils ont été libérés ces dernières heures. Une cinquantaine d'autres devraient suivre dans les jours ou les semaines qui viennent. On en avait parlé ici même. C'est l'une des informations données par Nicolas Sarkozy hier sur notre antenne. L'inquiétude en France est très vive sur le sort d'un Français de 78 ans retenu en otage au Sahel depuis 4 mois. L'organisation Al-Qaïda au Maghreb vient de lancer un ultimatum. Philippe Rochaud. Je suis Michel Germano. Dernier signe de vie de Michel Germano le 14 mai. Ce message où il fait appel au président de la République pour qu'il négocie sa libération. Michel Germano, 78 ans, malade du cœur, a été enlevé à l'ouest du Niger le 22 avril dernier. Ancien ingénieur des pétroles, il fondait une école pour aider les Touaregs. Il n'a plus de famille, mais des amis qui viennent de lancer un comité de soutien avec l'ONG Otages du Monde. À la retraite, au lieu de se contenter de rester tranquillement chez lui, il a voulu s'investir dans l'humanitaire et aider les autres. Al-Qaïda au Maghreb islamique, qui revendique l'enlèvement, a déjà signé un attentat contre l'ambassade de France en Mauritanie et exécuté un otage britannique. Elle se renforce dans les pays du Sahel. C'est une zone stratégique parce que ça lui permet d'avoir un financement en faisant justement des enlèvements et en demandant des rançons. Grâce à cet argent, ils peuvent acheter des armes et des munitions et en plus, ils recrutent. Les ravisseurs de Michel Germano exigent la libération d'islamistes détenus dans des pays du Sahel. Mais officiellement, la France n'a pas reçu de demande des ravisseurs. Et puis cela fait aujourd'hui 196 jours que nos 2 confrères de France 3, Stéphane Taponnier et Hervé Guéquière, ainsi que leurs 3 accompagnateurs, sont retenus en otage en Afghanistan. Nous ne les oublions pas. Des nouvelles, de bonnes nouvelles de la marée noire dans le golfe du Mexique. Les ingénieurs de BP annoncent qu'ils sont parvenus à installer un nouveau dôme sur la fuite de pétrole. Prudence évidemment, chat est chaud et craint l'eau froide. Il faudra quelques heures ou quelques jours pour tester l'efficacité de cette énorme pièce de 75 tonnes installée à 1500 mètres de profondeur. On reste en mer, mais en Angleterre, cette fois en Cornouailles, les Britanniques à leur tour sont envahis par les méduses. Et là-bas, c'est assez exceptionnel. Envoyés spéciaux, Jacques Cardos, Stéphane Guillemot. Newquay, un paradis bien connu des surfeurs. Une réputation qui risque d'être mise à mal, car cette année, il y a une nouveauté. Des méduses à perte de vue sur ces plages de la côte ouest, pourtant pas réputées pour leur chaleur. Pour ces habitués, c'est donc une vraie découverte, pas très agréable. D'habitude, il y en a très peu, mais là, il faut faire attention où on marche, parce qu'il y en a beaucoup. C'est dégoûtant. C'est dégoûtant, je viens de marcher dessus. Certes, les méduses anglaises ne sont pas les plus dangereuses, mais leur apparition en grand nombre inquiète la communauté scientifique.
Celles que l'on voit en Angleterre sont bleues et plus petites que celles que l'on voit en France. Mais comme toutes les méduses, elles n'aiment que les mers chaudes. Et les voir ici, au large des côtes anglaises, renforce l'opinion de ces scientifiques. En mer du Nord, la température a déjà augmenté de 2 degrés en 25 ans. L'un des changements que l'on observe, c'est l'augmentation du nombre de méduses et leur présence importante. C'est inhabituel pour les eaux britanniques. Et en plus, ces dernières années, on a aussi noté un phénomène nouveau, la présence de méduses que l'on ne trouve en principe qu'en Méditerranée. Cette équipe de chercheurs travaille pour un laboratoire qui fait des relevés hebdomadaires depuis 20 ans au large de Plymouth. D'après leurs résultats, le réchauffement de la mer a déjà favorisé la présence de crabes et de méduses au détriment de certaines espèces de poissons. Car les méduses sont des prédateurs des mers qui modifient tout l'écosystème. Voilà pourquoi, sur ces plages, les Anglais vont devoir s'habituer à la présence estivale de ces prédateurs visqueux et dangereux pour l'homme. Jamais les Anglais n'avaient vu autant de méduses sur leur plage, phénomène d'autant plus surprenant que l'hiver a été particulièrement froid, signe sans doute que c'est une vraie tendance de fond qui se confirme. Il est 20h19, restez avec nous. À suivre, des voisins qui s'organisent contre les cambriolages. Le système des vigilants fait des émules dans le sud. Reportage dans un instant. Ils ont 50 ou 60 ans et ils font un enfant. Le dossier de cette édition sur les paternités tardives. Elles sont de plus en plus nombreuses en France. Enfin, la grande journée des Alpes fait émerger les deux favoris du Tour de France. Schleck en jaune, Contador deuxième, avec aussi une nouvelle victoire d'étape française pour Sandy Cazard. D'abord donc, faut-il parler de civisme ou de surveillance privée en ce début de vacances? Et comme chaque année depuis 5 ans maintenant, les voisins vigilants se mettent en place contre le vandalisme ou les cambriolages. Une soixantaine de communes, généralement rurales, sont désormais concernées. Reportage dans le Gard, Léo Lamberton, Françoise Mazou. Quand il se promène dans les rues de son village, ce retraité se sent investi d'une mission particulière. Il vérifie que tout est normal, surtout s'il sait que ses voisins sont absents. Simplement, on regarde si les volets sont fermés, si la grille est fermée, s'il n'y a pas de courrier dans la boîte aux lettres, mais rien de particulier. Et s'il y avait quelque chose de particulier, on peut passer un coup de fil. Ça risque rien. Denis Méjean est ce qu'on appelle un voisin vigilant. Comme lui, une dizaine de villageois d'Aujargues dans le Gard sont chargés de signaler à la gendarmerie les moindres faits suspects. Mais il ne s'agit pas d'une milice, aucune patrouille n'est organisée. C'est la responsabilité ordinaire et de bon sens entre voisins. Simplement, on essaie de le prolonger en disant que si on voit des choses pas forcément curieuses, mais si on voit quelque chose qui sort de l'ordinaire, on en parle au voisin référent, qui lui-même va dire non, c'est rien, ou il va décider d'appeler la gendarmerie. Niché dans la garrigue, Aujargues n'a rien d'une cité sensible. 13 cambriolages l'an dernier, 13 de trop pour les 800 villageois qui approuvent la création des voisins vigilants. C'est bien pour les villageois, tout ça, parce que c'est vrai que la période d'été, c'est mal fréquenté et ça tourne beaucoup, il y a beaucoup de vols. Bon, c'est sûr que la gendarmerie fait ce qu'elle peut, mais bon, elle ne peut pas être là toujours au bon moment, quoi. Je pense que c'est une bonne idée, mais il ne faut pas exagérer, il ne faut pas que ça devienne une entreprise de dénonciation, etc. Comme Aujargues, une soixantaine de communes en France ont désigné, en partenariat avec la gendarmerie, des voisins vigilants. Et par endroits, cela a fait chuter de 60% le nombre de cambriolages. L'économie en bref, avec d'abord ce geste remarqué de Stéphane Richard, nouveau patron de France Télécom. Il décide de classer le suicide il y a 1 an d'un salarié à son domicile en accident du travail. L'inspection générale des affaires sociales et une commission interne avaient tranché auparavant en sens inverse. Les syndicats parlent ce soir de gestes d'apaisement. Et puis un chiffre qui réjouira les millions de Français propriétaires d'un livret A. Le taux remonte de 1,25 à 1,75% au 1er août, une hausse automatique, elle est liée à l'augmentation des prix. Le dossier de cette édition maintenant, il est consacré aux paternités tardives. Et oui, les hommes de plus de 45, 50 ou 55 ans sont de plus en plus nombreux à avoir un enfant. La proportion a même doublé en moyenne en 30 ans. Divorce, recomposition familiale, allongement de la vie. Qui sont ces nouveaux papas? Reportage Sophie Mézel, Thierry Breton. C'est l'une de leurs activités préférées. Un moment de complicité entre le père, 64 ans, et sa fille, 7 ans. 2, 3. Et si cet homme qui a un grand-fils de 42 ans a choisi de redevenir père, ce n'est pas sur un coup de tête.
mais pour sa femme. J'y ai longuement pensé avant. Oui, beaucoup. C'est une responsabilité qu'on a. D'abord, on a une responsabilité plus forte, et puis surtout, on s'en rend compte. Quand on est jeune, on fait un enfant sans vraiment y réfléchir beaucoup. Mais aujourd'hui, il a peu de temps, comme il dit. Alors, il prend le temps. Et cet homme qui travaille dans la mode, mais qui a cessé toute activité, se rend totalement disponible pour sa fille Ako. Papa, je le vois tous les matins et tous les soirs. Oui, mais ça, c'est comme tout le monde, non? Tes copines aussi. Mais le soir, je suis là tôt. Par exemple, à 5 heures, je suis là souvent. Oui. Ah ben voilà, les autres papas, ils sont pas là. Cet ancien critique littéraire de 57 ans est aussi totalement disponible pour son fils de 1 an. Ensemble, ils font des grasses matinées. Une façon de profiter du temps, de peur qu'il ne passe trop vite. Alors tout va bien ? Il y a un petit dépôt d'angoisse quand même, parce que le temps est là, et il y a une course qui s'engage maintenant avec lui, avec le temps. Est-ce que je vais pouvoir être longtemps là? Alors ma femme, toujours, prends soin de ta santé, sois là pour lui, pour moi, etc. Alors, je dis bien sûr, mais c'est vrai qu'il y a cette question, oui. Est-ce que je serai là dans 25 ans? C'est pas sûr du tout. Des pères tardifs, ce pédiatre en reçoit de plus en plus et s'interroge sur leurs relations souvent trop fusionnelles. On retombe dans les travers du père qui est un peu permissif et qui dit un peu trop facilement oui à tout et qui dit trop facilement oui au plaisir actuel qui est la proximité physique, les câlins, l'absence de séparation en fait. L'absence de séparation. Samuel, 4 mois, en sait quelque chose. Il fait toujours ses siestes, ventre contre ventre, avec son papa, 55 ans de plus. C'est très réconfortant de travailler avec son bébé comme ça. Ça va la comédienne? Et pour profiter pleinement de son fils, Jacques a choisi d'installer chez lui son activité professionnelle, une troupe de théâtre qui se produit à l'étranger. Et pour lui, la retraite est encore loin. C'est vrai qu'avoir un enfant plus tard demande de prévoir et de prendre des mesures en tous les cas pour assurer son avenir. Quoi qu'il en soit, sa maman est plus jeune que moi, donc elle sera là, j'espère, si moi je ne suis plus. Mais en réalité, ce n'est qu'à l'extérieur qu'il prend réellement conscience de son âge. Souvent, les gens que je rencontre dans la rue, les regards que je rencontre dans la rue, j'ai l'impression qu'on me regarde avec mes cheveux gris et on doit penser, tiens, c'est le grand-papa. Il m'arrive d'ailleurs quelquefois de rencontrer des grands-parents qui promènent leurs petits-enfants et avec qui on a un échange de sourires évident. Et puis sinon, c'est sûr que c'est quelque chose qu'on ne peut pas éviter, le regard des autres. Mais moi, je n'en tiens pas compte. Aujourd'hui, 5% des enfants qui naissent ont un papa tardif, c'est-à-dire de plus de 45 ans. C'est peu, mais c'est tout de même 2 fois plus qu'au début des années 80. Certes, il y a les têtes d'affiche comme Julien Clerc, Antoine Decaune, Kevin Costner ou Harrison Ford qui font des bébés sur le tard, mais pas seulement. C'est d'ailleurs le sujet d'étude qu'a choisi ce sociologue, pour qui un homme de 50 ans en 2010 n'a rien à voir avec un homme de 50 ans dans les années 60. C'est pas tout à fait la même chose de se dire est-ce que je vais avoir un enfant ou je ne vais pas en avoir lorsque les statistiques nous donnent encore près de 30 ou 40 ans à vivre, alors qu'il y a 50 ans, ils n'en donnaient plus que 20 ans, ou 10 ans. 10 ans, 15 ans, 20 ans, de combien de temps un enfant a-t-il besoin pour se construire? Impossible de répondre à cette question. Le Tour de France avec encore une grande et belle journée ce mardi dans les Alpes. La course commence à se décanter. Les 2 favoris, Schleck et Contador, ont fait une différence. Mais l'autre fait du jour, c'est la 3e victoire d'étape française. Julien Benedetto, David Dameda. C'est le 14 juillet avant l'heure. Abonné aux 2e places sur le Tour, Sandy Cazard triomphe dans la grande étape des Alpes, au nez et à la barbe des favoris. C'est que du bonheur, hein. Je crois que c'est ce qu'on recherche sur le Tour, les victoires d'étape. Passer la ligne, c'est tout le stress qu'on évacue. Et c'est grandiose. Dans les cimes du Tour, au sommet du col de la Madeleine, un peloton de camping-cars. Pour les mordus qui ne veulent pas rater une miette de la course, Roland offre sa fenêtre et un droit de regard sur la télé. Les voir de près, c'est très agréable, mais faut-il avoir la place? Et on ne les voit que passer, tandis que là, on les suit tout le long.
Cette petite colonie de supporters luxembourgeois est euphorique, car un peu plus bas, Andy Schleck vient d'attaquer pour conquérir le maillot jaune. Et seul Alberto Contador parvient à prendre sa roue. Un luxembourgeois qui peut gagner le Tour de France, c'est incroyable. C'est génial. Victime d'une fracture du coude, l'Australien Cadel Evans abandonne le maillot jaune dans la pénible ascension. Lance Armstrong est encore lâché. À Saint-Jean-de-Maurienne, Sandy Cazard gagne le sprint des échappés. Quelques minutes plus tard, à l'arrivée, Cadel Evans fond en larmes. À quelques mètres de là, Andy Schleck rayonne dans son habit de lumière. À 25 ans, il est le nouveau patron du Tour. Super content que j'ai le tricot, le maillot jaune aujourd'hui, je pense que c'est une des plus grandes choses. Moins tranchant que l'an dernier, Alberto Contador compte ce soir 41 secondes de retard sur son rival. On a peut-être assisté cet après-midi à une passation de pouvoir. C'est le cosmonaute le plus connu des enfants, Buzz l'éclair est de retour. Si vous ne le connaissez pas, vos enfants, eux, le situent sans doute parfaitement. Le dessin animé Toy Story 3 sort demain au cinéma en 3D. Drame au pays enchanté des joujoux. Pascal Deschamps. 1, 2, 3. Ce n'est qu'une poignée de jouets, mais depuis 15 ans, leurs aventures nous passionnent autant que celles d'êtres réels, sans doute parce que leurs émotions sont aussi les nôtres. Qu'est-ce que tu vas faire de ces vieux jouets? Andy a grandi et va quitter ses parents. À la suite d'une inversion de carton, les jouets atterrissent dans une garderie d'été, au milieu d'autres joujoux abandonnés par des bambins devenus grands. À votre service. Bienvenue à Sunnyside, mes petits. 15 ans, disais-je déjà, qu'ils sont apparus, les premiers héros d'un long métrage animé entièrement conçu sur ordinateur, le projet d'une bande de copains surdoués. Quand on a fait le premier Toy Story, nous avions 20 ans. On était tout contents de faire notre premier film. Personne n'avait fait de film d'animation en images de synthèse avant nous. C'était notre rêve et c'est devenu une réalité pour toute l'industrie hollywoodienne. Parmi les nouveautés en rayon, un Ken, délicieusement ringard. Leur nouvelle résidence. Chers amis, si vous voulez bien, monsieur. Pour le petit nouveau qui le double, Toy Story a marqué l'histoire du cinéma. Salut, je m'appelle Ken. Barbie. On s'est pas déjà vu quelque part? Je crois que je m'en souviendrai. Oh. J'adore tes jambières. Il y en a tellement qui sont sortis depuis 15 ans, alors que celui-ci, il est encore là, il existe encore, il est vraiment dans l'inconscient collectif, quoi. C'est la référence du film d'animation, je crois. Et certaines scènes feront date, comme celle où les jouets découvrent que la crèche n'est pas le havre de paix qu'ils espéraient. Une tension extrême doublée d'un humour décapant. L'animation atteint ici une maîtrise inégalée à faire baver d'envie tous les passionnés d'images de synthèse. Une quasi-perfection qui devrait valoir à cette fable sur l'abandon un immense succès, les doigts dans le nez. Voilà, sortie demain. Avant de refermer ce journal, je vous en rappelle l'un des principaux titres. Les anciens combattants africains toucheront tous la même pension que leurs frères d'armes français, même lorsqu'ils résident à l'étranger. C'était une ancienne revendication. 30 000 personnes sont concernées. Ce 14 juillet sera placé demain sous le signe de l'Afrique francophone. Merci à vous tous. Tout de suite la météo, Tania Young qui nous annonce le retour des orages. 20h35, émission spéciale. On a tout révisé avec Laurent Ruquier. À demain. L'info en continu, c'est aussi sur France2.fr.